Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin sur France 2 pour la première partie des 2 émissions que nous consacrons à l'éducation qui tient une place centrale dans la vie de chacun et à tous les niveaux. On se demandera quelle peut être la vision et la place de l'éducation dans la société actuelle et quelles recommandations donner aux principaux intéressés. En effet, de nouvelles problématiques ont un impact sur le métier d'enseignant. Quelles sont-elles ? Et quelles sont les conséquences observées sur la conduite des élèves en classe? Comment les enseignants peuvent-ils faire face à ces difficultés, notamment avec les outils de la voix bouddhiste? C'est ce que je vous propose de voir dès à présent avec notre invitée, Edia Ferjani. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes pratiquante du bouddhisme zen depuis une trentaine d'années, auprès du maître Gérard Pillet. Ingénieur de l'École centrale de Paris et agrégé de mathématiques, vous enseignez entre autres à l'IUFM de Paris dans le cadre de la formation des futurs enseignants. Et actuellement, vous êtes professeur de mathématiques à Annonay, c'est en Ardèche. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Merci de votre accueil. Alors, je le disais à l'instant, on peut se demander quelles sont les nouvelles problématiques face auxquelles sont confrontés aujourd'hui les enseignants. Je vais m'appuyer sur des observations qui ont été faites il y a quelques années par Philippe Mérieux, qui est un chercheur en sciences de l'éducation et un pédagogue. La première problématique, elle est liée au statut de l'enfant. Auparavant, les familles faisaient des enfants. Et il y a un changement, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'enfant qui fait la famille. C'est-à-dire ? Avant, les familles avaient plusieurs enfants. Et quand un enfant naissait, il n'était pas nécessairement un enfant désiré. De nos jours, les parents contrôlent plus le nombre d'enfants qu'ils souhaitent avoir. Et bien souvent, l'enfant qui naît est un enfant désiré. Et en venant combler notre désir, l'enfant change de statut. Ce fait, il prend la place d'un maître, finalement, qui va nous imposer en quelque sorte ses désirs auxquels on a du mal à résister de peur de devenir des mauvais parents. Le deuxième point est peut-être lié à la société de consommation. Exactement. Et ça vient renforcer la première problématique. On est dans une société où on est entouré de gadgets. On n'a qu'à les acheter pour satisfaire nos enfants. La société de consommation dans laquelle on est, c'est une société qui fait en sorte qu'il y a une sorte de caprice généralisé, où le comportement, la compulsion d'achat devient un mode courant d'être. C'est une attitude, c'est un problème qui est très néfaste pour l'enfant parce qu'il va lui faire croire que le moindre désir peut être assouvi moyennant des moyens financiers. Et c'est lié aussi d'ailleurs à l'espace personnel qui est envahi par le numérique. Le numérique est un outil qui nous rend énormément service. On ne peut pas le nier. Mais au niveau des comportements, il induit une tendance à l'individualisme et des modes d'être qui sont dans le zapping. C'est-à-dire que aussi avec Internet, on a l'impression qu'à n'importe quelle question qu'on peut se poser, il y a une réponse et qu'il suffit de 2 clics, qu'on n'a pas besoin de faire d'efforts pour qu'on trouve la réponse. Mais alors justement, quelles sont les conséquences observées sur les élèves ? Vous, en tant que professeur de mathématiques, qu'est-ce que vous voyez ? La première constatation, et elle est flagrante, c'est la dispersion. Les élèves ne tiennent plus en place. Il faut que ça change tout le temps. Ils ont du mal à mobiliser leur attention sur un même sujet longtemps.
Et ça, c'est un effet immédiat du zapping. C'est une agitation qui n'est pas seulement sur le plan mental d'ailleurs, où ils ont du mal à mobiliser leur concentration, mais également sur le plan physique. La deuxième constatation, c'est qu'ils exigent carrément la réponse à sa question. Et ils sont dans une attente tout de suite que cette réponse se trouve à l'extérieur et qu'on la leur fournisse. C'est-à-dire... En vous écoutant, on a le sentiment qu'en fait, c'est des réactions pulsionnelles qui se manifestent. Hein. Oui, oui. Ce sont des réactions pulsionnelles qui, en plus, induisent un travers qui ne rend pas service aux élèves, dans le sens où on voit apparaître tout de suite de l'anxiété, voire de l'angoisse, dès qu'un élève est face à une difficulté. Et je pense que si ils n'ont pas été suffisamment accompagnés dans leur enfance pour savoir faire face à un plaisir, à un désir qui n'est pas satisfait immédiatement. Ils ne sont pas habitués à faire face à la frustration, en quelque sorte. Oui, et finalement, ce qui existe aussi, c'est que l'autre n'existe pas forcément dans leur champ visuel. Et ça, c'est aussi deux problématiques qui sont liées. C'est encore lié au numérique. On constate que les élèves se vivent de plus en plus comme s'ils étaient seuls dans le groupe. Oui, c'est une forme d'individualisme. C'est une forme d'individualisme et elle est presque normale au vu de ce qu'on observe dans la société occidentale d'aujourd'hui. On tient moins compte de la présence de l'autre, on ne se vit moins comme faisant partie d'un ensemble plus large. Et si les adultes sont dans cette attitude, c'est normal. Alors justement, comment un enseignant aujourd'hui peut faire classe, j'allais dire, face à ces différentes énergies qui sont complètement atomisées? Pour moi, le premier point essentiel, c'est qu'on ne peut pas faire classe sans s'appuyer sur un groupe structuré. Donc c'est le cadre. Hein? C'est le cadre, c'est un incontournable. Un enseignant, il ne peut pas passer son temps à courir d'un élève à un autre pour lui répéter la même consigne qu'il vient de donner à tout le groupe, mais parce que l'élève est dans une perception fermée de son espace, fait que il n'écoute pas. Il n'écoute pas ce qui concerne le groupe. Il ne peut pas non plus passer son temps à canaliser les interventions qui sont de plus en plus individuées. Quelles que soient ses qualités de pédagogue, l'enseignant a besoin de s'appuyer sur un groupe classe. Ça, c'est le point essentiel. Maintenant, c'est évident qu'un enseignant doit maîtriser sa discipline, maîtriser les outils de didactique, maîtriser les outils de pédagogie. Mais c'est évident qu'au jour d'aujourd'hui, c'est insuffisant pour relever le défi qui l'attend. Il est important qu'il réintègre sa mission d'éducateur. Et que l'élève, donc, soit autant dans le savoir-être que dans le savoir-faire. Exactement. C'est du rôle de l'enseignant d'aider l'élève à développer, à ouvrir son cœur, à développer ses qualités humaines autant que son intelligence. Oui, et puis c'est aussi le rôle de l'enseignant de garantir le bien-être des élèves. On y reviendra peut-être un peu plus tard, mais quand on voit aujourd'hui tous les soucis psychologiques qui se déclarent, surtout après cette période de Covid, la mission de l'enseignant est d'autant plus importante. Mais alors j'aimerais que l'on revienne au bouddhisme plus spécifiquement. Et est-ce que la voie du Bouddha propose justement des outils pour aider les enseignants? La voie du Bouddha pourrait aider les enseignants à installer des pratiques dans leur classe qui seraient des antidotes à tous les comportements néfastes qu'on peut observer chez les jeunes.
Maître Dogen nous parle des 4 pratiques du Bodhisattva. Et comme vous le savez, le Bodhisattva est un être qui aspire à l'éveil en aidant tous les êtres. Grâce à ces pratiques, l'élève pourrait accéder à son bien-être tout en œuvrant pour le bien-être de tous les autres. Par une telle démarche, on pourrait redonner vie, redonner goût au vivre ensemble dans nos classes. Et est-ce que vous pensez que les élèves, de manière générale, peuvent être réceptifs justement à cet antidote, comme vous l'appelez? Oui, les jeunes sont friands de développer des qualités positives. Mon observation, c'est que ils sont en attente d'avoir face à eux des adultes qui leur donnent des modèles qui les aident à dépasser les difficultés qu'ils rencontrent. Sur le plan de l'être également. Alors, c'est ce que nous verrons dans l'émission de la semaine prochaine, justement, quelles sont les différentes étapes. Mais on va juste donner un avant-goût de la qualité qui semble vraiment essentielle, c'est celle du don. Maître Dogen dit au sujet du don, qui est une pratique importante du Bodhisattva, que toute activité est don. Une loi simple à laquelle on peut sensibiliser nos élèves, c'est que donner-recevoir relève de la même dynamique. La vie n'est qu'une chaîne de dons qui implique tout le monde. C'est l'interdépendance. C'est l'interdépendance. Prenons des exemples simples. Le maître Zen Kategari donne un exemple très simple. Il dit, le fait de dire bonjour à autrui, en pleine ouverture, a la capacité de transformer l'autre et de nous transformer également. Dans une salle de classe, un élève, pour recevoir un enseignement, doit faire don de son écoute, de sa disponibilité, de son ouverture à ce qu'il ne connaît pas. Et le sensibiliser à être dans cette attitude d'ouverture de l'esprit du don. Et c'est tout à fait autre chose que de lui imposer du silence. Bien sûr. Par autorité. C'est l'apprentissage de l'altérité, d'une certaine manière. Exactement. Merci infiniment, Edia Ferjani. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la suite de ces outils, de cet antidote, comme vous l'appelez, et pour voir justement comment on peut éveiller ces élèves et leur donner des clés pour avancer. Merci infiniment. Merci à vous. Et si vous souhaitez aller plus loin, voici quelques pistes de lecture que nous vous proposons. Tout d'abord, Sagesse du cœur de Gérard Pilet aux éditions Kanjizai. Alors que notre civilisation moderne s'est efforcée d'étendre l'instruction à tous les membres de la société, elle a en revanche complètement délaissé ce que l'on peut appeler l'éducation du cœur. Dans cet ouvrage, Gérard Pilet, moine zen, mais aussi ancien professeur de philosophie, montre que cette lacune peut être comblée par les enseignements du bouddhisme. Bienveillance et bonté de Sa Sainteté le Dalai Lama aux éditions Guitre et Daniel. Dans cet ouvrage, le Dalai Lama décrit la nature de la bienveillance et comment sa pratique affecte concrètement chaque domaine de la vie. Cet ouvrage s'adresse aux pratiquants de toutes les confessions et croyances qui s'intéressent aux vies emplies d'espoir, de promesses et d'authenticité. Et enfin, Guide illustré du Zen de Seigaku Hamato aux éditions Le Prunier Sully. Cet ouvrage offre un tableau complet des différents aspects du bouddhisme Zen Soto qui intègre les enseignements essentiels du bouddhisme à la pratique quotidienne. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la retrouver pendant 1 mois sur la plateforme France.tv. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la suite et nous vous souhaitons une très, très belle journée.